Et si je vous disais que l'un des plus grands pôles d'innovation en santé en Europe est né dans des conditions rocambolesques? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Éco-Santé, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui innovent dans le secteur de la santé. Je suis Marguerite de Rodelec, journaliste et cofondatrice de MedCheck Studio. Et aujourd'hui, on célèbre une histoire peu banale, celle de Médicène Paris Région qui fête ses 20 ans. 20 ans de projets, de collaborations parfois improbables, de batailles pour faire exister les idées et surtout d'une ambition intacte, faire de la France une terre d'innovation en santé. Mais au fond, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis 2005? Est-ce qu'on innove mieux, plus vite, plus fort? Ou est-ce qu'on bute encore sur les mêmes verrous? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir deux hommes qui ont vu naître, grandir et parfois trébucher cet écosystème. Jean-Claude Muller, le tout premier président de Médicène, aux commandes le jour J. Bonjour. Bonjour, Marguerite. Et Christian Deleuze, actuel président de Médicène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout premier président de Médicène. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle L'aventure Médicène, une petite enfance difficile, que j'ai devant moi pour ceux qui nous écoutent en audio. Dans ce livre, vous précisez que vous avez vécu une aventure exaltante, mais, j'ai le terme exact, néanmoins douloureuse. Alors à l'époque, vous êtes bien occupé je veux dire, votre vie professionnelle est bien occupée. Vous avez traversé le globe plusieurs fois pour votre travail. Il faut se remettre dans le contexte aussi. On est à la fin des années 90. La France a perdu en compétitivité, jalouse un peu l'Allemagne. Puis en 2002, Jacques Chirac est réélu. Là, il nomme en Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a fait une école de commerce, qu'on dit un homme de terrain qui a travaillé dans le privé et qui va prendre en main ce sujet de la compétitivité. Et les choses changent. Alors, j'ai essayé de résumer, évidemment, c'est pas aussi simple. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout ça a commencé, cette aventure Médicène? D'abord, merci de me donner l'occasion de me ramener 20 ans en arrière pour cette aventure effectivement exaltante et, je vais dire, rocambolesque plutôt que douloureuse. La douleur est passée depuis. Euh, L'aventure commence vraiment en juin 2004. Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, est ministre de l'économie, ministre du budget et de l'industrie. Et en juin, il fait une grande annonce. Il annonce la création des pôles de compétitivité. C'est une surprise, une surprise pour trois raisons. La première, c'est que les politiques ne parlaient pas souvent de compétitivité. C'était plutôt réservé aux économistes. Donc, qu'un politique parle de compétitivité française, c'est plutôt inédit. La deuxième chose surprenante, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui fait l'annonce. Ce genre d'annonce structurante est généralement faite soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, rarement par un ministre, mais Nicolas Sarkozy est déjà en campagne. On est en 2004, il est déjà en campagne présidentielle, donc il occupe le terrain. Et la troisième, c'est que ce n'est pas qu'un effet d'annonce. C'est qu'il dit très clairement, ça va être mis au budget. Dans la loi de finances de 2005, on parlera de pôle de compétitivité et il annonce qu'il y aura une somme qui n'est pas précisée, mais une somme qui sera dédiée à ça, ce qui est inhabituel. Donc, l'été 2004, un certain nombre de gens dans toutes les régions se mettent au travail pour préparer un dossier de candidature dans leur région, puisque c'était précisé quand même que ce serait plutôt par région. Et pour la région Île-de-France Santé, c'est Pierre Tambourin, qui est à ce moment-là directeur général de Génopôle, qui prend le lead. Il s'entoure de personnes compétentes sur le sujet. De manière surprenante, tout le monde joue le jeu. Donc il y a un dossier qui est très élargi, qui est plutôt bien fait sur le soir. Et ce dossier se prépare tranquillement. Moi, comme vous le disiez, j'étais en train de faire l'intégration de Sanofi et Aventis à l'époque avec 13 000 personnes à intégrer. J'avais vraiment autre chose à faire que de regarder même ce qui se passait sur ce truc. Mais François Ballet, qui à ce moment-là est directeur du site de Vitry, me vient me voir un matin et me dit « il faudrait quand même que tu regardes un peu ça, c'est intéressant, ça prend tournure, il faut que Sanofi s'investisse ». Donc je lis un peu le dossier, le pré-dossier. Et je dis oui, mais je suis assez étonné. Je vois quelques grosses lacunes, comme toujours, dans ce type de dossier, mais sans plus.
Et je dis: «Bah oui, Sanofi soutiendra ce projet». Voilà. Et puis, heu et puis arrive un événement inattendu, c'est un peu comme ça, un beau jour, le président de HEC me convoque dans son bureau. Il me dit: «Tu as entendu parler des histoires de pôle de compétitivité?» Je dis: «Oui, oui, il y a quelques jours, je l'ai lu, et cetera». Il me dit: «Il faut que tu t'en occupes». Il me dit: «Beh, c'est très simple. Je viens d'avoir un appel téléphonique de Nicolas Sarkozy. Il veut que ce soit Sanofi qui porte le pôle. Il veut pas que ce soit un académique ou un universitaire qui porte ce pôle. Et j'ai donné ton nom». Donc voilà comment, fin d'année 2004, début d'année 2005, je ne suis pas sûr de la date, je me retrouve à avoir à porter 5 projets dans lesquels je n'ai pas été impliqué, je le dis franchement. Je tombe un peu des nues, j'étudie le dossier et puis, bah, voilà comment l'histoire commence. Et c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui vient sur place et qui donne les objectifs de ces grands pôles. Donc, je peux vous raconter les objectifs si vous voulez, qui ont été relativement précis. Alors, je vais vous les lire pour que ce soit en Et oublie. bah, justement, c'était ma question suivante. Quels étaient les objectifs initiaux? Alors, je vous en prie. Et ben, en fait, ce qu'il avait, enfin, je vous le dis, parce que je crois que c'est relativement important qu'on comprenne les. Donc, c'est former un pôle de compétitivité, c'est exploiter la proximité géographique pour faire travailler ensemble toute la chaîne de l'innovation. C'est transcender, vous voyez bien le mot, les clivages institutionnels, statutaires et psychologiques. Mot fort. La politique des pôles est aussi une politique de l'aménagement du territoire, ce qui a été une difficulté par la suite. Les pôles ont aussi pour vocation d'aider les acteurs du capital risque, écoutez bien, du capital risque, à connaître les projets et à identifier les sociétés de croissance. Vous imaginez, d'accord ? Donc, nos pôles de compétitivité expriment la volonté de tous les acteurs de travailler ensemble. Ils sont emblématiques de la vitalité et de l'ambition française dans ce domaine. Ils représentent une chance nouvelle pour l'ensemble de ces territoires. Christian, en 20 ans, l'innovation santé a connu de nombreuses mutations. Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis 2005? D'abord, je pense qu'on peut parler de mutation permanente, ce qui me semble être une relativement bonne nouvelle. Les besoins médicaux restant quand même très largement insatisfaits dans de nombreux domaines, jusqu'à le cancer ou les maladies rares. Il est bon de savoir que nous chercherons eux-mêmes cette conscience, qu'il faut toujours être en éveil. Alors, quand j'écoute Jean-Claude, ça n'a pas tellement changé, les grands principes. Et ça m'a fait. Ce que j'ai trouvé intéressant, je ne l'avais jamais lu, c'est qu'il y a beaucoup de aussi. Et finalement, c'est peut-être ça le péché originel qui explique un certain nombre des difficultés permanentes, c'est que nous sommes beaucoup. Un facilitateur qui, dans cet écosystème, fait aussi. Mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres structures qui font aussi. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est ce qu'on ressent dans les missions qui ont été données, la nécessité de faire travailler ensemble, de créer de la confiance. Alors, c'est peut-être que c'est plus facile de se parler aujourd'hui entre le public et le privé. Enfin, en tout cas, si j'ai des souvenirs d'il y a 20 ans, euh, c'était compliqué pour les acteurs publics de venir travailler avec les acteurs du privé parce que la confiance n'était pas exactement au rendez-vous. Je dirais qu'aujourd'hui, on a réussi à créer un écosystème dans lequel on se parle et on travaille mieux. Il n'en reste pas moins que les objectifs sont parfois un peu différents, que les académiques ont été beaucoup stimulés à, à chercher et publier, quand évidemment un acteur économique veut transformer le plus vite possible cette découverte, cette publication en un outil, un objet, un produit, quelque chose qui va concrètement aider les malades, on va dire. On a des tendances au raccourci. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, depuis ta présidence, c'est toujours, enfin, c'est même la règle, un industriel qui préside le pôle, pour justement qu'on n'oublie pas que c'est un lieu de création de valeur économique, mais aussi de valeur, enfin, pas unique, qu'on transforme la science, on va dire, en produit utile. Et c'est ça qu'on veut accélérer. Euh, ce qui a changé plus récemment, à l'inverse, c'est l'accélération des technologies. On a de plus en plus de place à la techno. Il y a 20 ans, Medicine, ça s'appuyait beaucoup sur la bio, on va dire. Et aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle et les startups qui se montent tous les 4 matins, on va dire, notre métier a un peu changé. Il y a 20 ans, il fallait encourager les académiques à monter des sociétés. Depuis le Covid, c'est devenu un réflexe presque habituel. Tout le monde monte une société dès lors qu'il a une idée. Et même parfois en oubliant de se préoccuper de savoir s'il existe un marché, ce qui est devenu le côté plus intéressant de notre travail. On les aide à définir des marchés. Mais voilà, surtout avec l'émergence de la data, de l'intelligence artificielle,
On s'appuie de plus en plus, enfin, voilà, on est sur un mouvement bien plus rapide, qu'on a parfois même du mal à suivre nous-mêmes, n'étant pas toujours équipés, parce que pour le coup, l'autre chose qui n'a pas changé, c'est les moyens, hein. Ça a commencé avec pas de bureau et peu de personnel. Aujourd'hui, on a des bureaux, mais pas tellement plus de personnel et pas tellement plus de moyens, mais je pense qu'on y revient. Je peux rajouter un tout petit mot à ce que dit Christian. Ce qui a changé par rapport à ce que j'ai connu, c'est aussi la complexité des projets qui sont abordés. Je veux dire, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'à l'époque, que ce soit en sérologie, que ce soit la maladie rare, que ce soit les maladies neurodégénératives que tu citais, etc. Donc ça demande plus d'interdisciplinarité qu'avant. Alors évidemment, on a parlé d'intelligence artificielle, etc. Alors petite anecdote, Manuel Géa, à l'époque, qui est toujours aussi impermanent, parlait pas d'intelligence artificielle à l'époque, il parlait d'intelligence augmentée. Donc, bon, je pense que depuis, tout le monde a repris ce mot, mais là aussi, c'est un outil qui change des choses, parce que la complexité sans ces outils-là, c'était impossible à l'époque. Et s'il y a un domaine dans lequel la travailler ensemble est indispensable, c'est vraiment la manière de maximiser l'intelligence artificielle. Celui qui a la techno est rarement celui qui a la data, jamais celui qui la génère. Et la question de la place du malade dans tout ça, enfin, je pense que les pôles de compétitivité, cette capacité à être en tiers de confiance, a encore plus de sens dans un monde où il faut qu'on se mette d'accord sur quelle est la valeur de la donnée, qui la possède, qui la détient, qui l'emprunte. Enfin, on peut faire un débat philosophique assez long sur ce sujet. Mais voilà, je pense qu'on a un rôle encore plus important à jouer dans ce domaine qu'il était quand on parlait de bioproduction ou de découverte de médicaments. Beaucoup de mutations donc. Christian, concrètement pour une start-up, un industriel, ou un CHU, qu'est-ce que ça change d'évoluer dans un pôle de compétitivité comme Medicine? Euh, Notamment, je veux dire, ça change tout. Parce que soyons modestes. Euh, le jour où on se retrouve dans un pôle, donc il faudrait qu'on crée des pôles internes, hein, pour faire simple, on découvre la richesse d'une organisation dont on a très souvent attendu qu'elle nous livre le produit, alors que la richesse des échanges qu'on peut avoir avant et la capacité à créer du coup ensemble de la valeur est une évidence. Il suffit d'y avoir passé quelques mois. Et bien ça, on est capable de le reproduire du coup en permettant à des académiques de discuter encore une fois dans un tiers lieu de confiance très tôt avec des industriels. Donc au départ, encore une fois, c'est pas très naturel. Ça permet à des startups de venir et on leur fait ce qu'on appelle, je sais pas, des 360, c'est-à-dire nos collaborateurs servent de miroir, on va dire, à l'entrepreneur et essayer de lui faire verbaliser ce qu'il croit ou ce qu'il pense être vraiment son besoin. Euh, donc, on aide à construire le projet très tôt dans la dynamique de l'entreprise. On fait donc gagner du temps, ce qui pour l'entrepreneur est en général le plus précieux. On l'aide à lever des fonds, on l'aide à trouver les meilleures manières d'aller chercher les moyens d'accélérer son développement, que ce soit des fonds publics ou des fonds privés. On l'aide à trouver des leaders d'opinion qui sont parfois, dont le temps lui-même est compté. Et parce qu'ils sont eux-mêmes membres de Médicine, on va avoir une écoute bienveillante. C'est cette idée de travailler en proximité dans des écosystèmes. Et la manière dont, en tout cas, moi, je vis notre rôle dans un pôle comme Médicine, c'est vis-à-vis des grosses boîtes, de leur montrer que la science et la capacité à développer que nous avons là sur nos territoires est équivalente à ce qu'on peut trouver à Shanghai, à Boston ou en Californie, que finalement la chose qui change principalement, ou que nous devons faire changer, c'est le regard qu'ont nos grandes entreprises sur la qualité de l'innovation, parce qu'il y a un petit côté chic, on va pas se mentir, hein, au côté bostonien, et qu'il faut donc qu'on les amène à passer du temps. C'est-à-dire que bien avant que les grosses boîtes amènent de l'investissement, l'essentiel, c'est qu'ils amènent de la compétence et qu'ils prennent le temps de regarder ce qui se passe dans les écosystèmes autour d'eux. Parce qu'avec le temps se crée la relation, et avec la relation se crée le produit de demain, l'innovation de demain. Jean-Claude, le financement de l'innovation reste un sujet central. Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est les mêmes choses qu'avant? La France est un pays qui a une certaine aversion au risque. Euh, on a dans notre constitution le principe de précaution, un peu étonnant. Donc, je crois que ce n'est pas très compatible avec la prise de risque. Donc, dans la culture même de nos capitaux risqueurs, hein, ceux qui devraient, je parle du privé, il y a cette aversion au risque. Leur phrase favorite, c'est « Revenez me voir lorsque vous aurez dérisqué votre projet.
pas tout à fait ce qu'on attend. Ce qui a changé, c'est la BPI. La BPI est arrivée début 2013 et qui a considérablement changé la vision des choses. La BPI prend des risques, la BPI investit sur des projets très tôt. La BPI, enfin, je ne vais pas faire toute la publicité de la BPI, mais la BPI a changé énormément les choses. L'autre point que vous évoquez, c'était un des objectifs que Nicolas Sarkozy avait mis au départ, c'est que le capital risque devait faire partie de l'écosystème des pôles de compétitivité. L'époque que j'ai connue, je peux vous dire, personne n'était d'accord sur ce sujet. J'étais un des rares poussés à ce qu'effectivement le capital risqueur arrive relativement tôt, sans rentrer dans la définition ou l'évaluation des projets, mais qu'il les voit relativement tôt. Le secteur académique, évidemment, absolument pas d'accord, mais même les petites entreprises n'étaient pas d'accord, en train de dire non, on ne veut pas que les capitaux risqueurs ici, on s'en occupe nous-mêmes. Donc oui, il y a un blocage par rapport à. Il y a une deuxième tendance qui est, je ne sais pas, Christian est mieux placé que moi pour dire si elle existe encore, c'était un espèce de saupoudrage. C'est-à-dire on aimait bien mettre un peu d'argent partout, on n'aimait pas prendre le risque de dire celui-là, ce projet-là, il est capital, on investit 80% de nos moyens là-dessus. Ça, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi, j'ai vu ça. Beaucoup de saupoudrage, parce qu'aménagement du territoire. Donc, il en fallait un peu pour tout le monde. Sur la région parisienne, il en fallait pour, évidemment, la ville de Paris, ça on n'en parle pas, mais l'Essonne et le 93 étaient en compétition. On en mettait un peu pour chacun au lieu de faire les choix. Donc ça a été un blocage que je n'ai pas connu dans d'autres pays où on prend plus de risques à dire un des projets est supérieur aux autres et on investit là-dessus. Alors, est-ce que c'est toujours le cas, Christian? Je dirais que ce qui n'a malheureusement pas suffisamment changé, parce que c'était le début de la question sur pourquoi ou comment on investit, c'est l'attractivité, ce qu'on appelle le fourre-tout qu'on peut appeler attractivité du marché, qui est un ensemble de règles et de décisions plus ou moins cohérentes qui donnerait l'idée à un investisseur que depuis la recherche fondamentale jusqu'à la mise sur le marché, l'ensemble du dispositif innovation santé aurait été pensé, et que les règles et lois en vigueur permettraient de faire arriver le produit découvert en France, puis développé en France, puis produit en France, à des malades français qui en ont besoin, avec une progression harmonieuse, un investissement dont la rentabilité serait acceptable, qui aiderait ensuite à conquérir d'autres marchés. C'est pas si simple que ça. La complexité de nos règles fait que parfois les investisseurs, notamment étrangers, préfèrent investir ailleurs parce que c'est juste plus simple, ils comprennent mieux. Des règles qui ne changent pas souvent et dans lesquelles le médicament ou le dispositif d'ailleurs n'est pas considéré que comme un coût, mais comme un produit qui crée de la richesse, et qui crée de la richesse pas seulement dans l'aspect économique, mais aussi parce qu'il transforme le parcours de soins et transforme la trajectoire du malade. Non seulement il sauve ou il améliore la qualité de vie, mais il permet même de transformer. Peut-être qu'il gère des économies quelque part. Donc l'idée que l'innovation en France serait tout au long de la chaîne un investissement qui serait productif pour la collectivité, c'est à peu près compris sur le plan économique, ce qui est un progrès. Mais ce n'est pas encore très bien compris, je trouve, dans l'intégration, dans la vision sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc, très bien, ça nous fait un boulot à poursuivre. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit un peu compliqué, tout ça. Une petite particularité aussi, du moins dans le domaine de la santé, c'est qu'il n'y a pas une grande réussite française encore. Contrairement à d'autres pays, et je ne vais pas parler des États-Unis ou de la Chine, le Danemark, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne ont des grandes réussites en biotechnologie avec leur société. Ce n'est pas encore le cas en France. Donc ça n'incite pas non plus les investisseurs à regarder ça. Donc on regarde à l'extérieur un peu plus que ça. Donc une belle réussite française changerait les choses. Jean-Claude, avec du recul, est-ce qu'on n'a pas essayé de trop structurer le système? Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi ça qui peut freiner l'innovation? Si, vous avez raison. La création de Médicène, on a mis 6 thématiques, et donc on a exclu des gens. Et en plus, les thématiques étaient relativement fermées. Dans beaucoup de cas, le porteur de la thématique était un académique. Donc, quand on sortait un tout petit peu de ça n'était plus dans le thème. Des projets de convergence où plusieurs thématiques travaillaient ensemble n'étaient pas à la mode. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que l'innovation, elle est souvent aux bornes d'une thématique. Et ça, c'est pas ce qu'on a fait de mieux au départ.
Effectivement, c'était un peu trop refermé sur ce genre de choses. En voulant être trop structuré au départ, l'innovation, ça émerge à un moment donné. C'est pas obligatoirement sorti d'une pensée ou d'une approche très structurée. C'est probablement une des erreurs du pôle au départ. Ouais, un de mes successeurs, je ne sais pas lequel, a fait exploser ça et il a eu parfaitement raison. Ah, je ne peux pas le dénoncer, je suis mec. Christian, une critique qu'on a souvent en France, c'est que on passe difficilement de la conception à la production, à l'industrialisation. Comment on pourrait faire pour essayer de fluidifier un peu ces étapes? Il faut qu'on soit plus clair, plus cohérent sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ça produit comme valeur? Qu'on arrête de regarder l'intégralité de ces dispositifs comme des sources de coûts, ce qui est quand même malheureusement un peu le regard politique aujourd'hui parce que c'est plus simple. J'ai travaillé longtemps avant que ce ne soit racheté par Sanofi, c'était Janssen, parce que je suis tiqueur de Sanofi et quand ils ont créé à Boston et autour, le prix du médicament était d'abord considéré comme une création de richesse. Et on regardait le côté, chiffre d'affaires, emploi et impôts, payés. Et quand vous le regardez comme ça sur votre territoire, vous mesurez que ce que ça coûte à l'entreprise à l'État, pardon, en matière de remboursement est inférieur à la valeur créée. C'est un changement Donc, d'état d'esprit complet. il faudrait qu'on regarde ça comme, on le fait sur d'autres produits. Je sais pas, quand, vous avez un producteur qui ouvre une nouvelle chaîne de voitures en France, tout le gouvernement se déplace et on met un tapis rouge. Et puis bizarrement, quand on veut attirer des investisseurs et de l'emploi sur le territoire en matière de santé, il y a toujours un peu cette mise en retrait liée au fait que quelqu'un, à un moment ou à un autre, va rappeler ce que ça va coûter, le fait de consommer ces produits. Bah, c'est très dommage. Je pense que dans de très grands motifs de cherté, notamment en matière de recherche fondamentale en santé et en développement, il faudrait les mettre plus encore en avant, moi, je trouve. Vous savez, la majorité de nos élus comprennent pas la biotechnologie. Leur, euh, leur, leur niveau, je dirais, de la majorité, pas du tous, la ma- leur niveau de connaissance est celui qu'ils ont acquis au niveau du baccalauréat. Et par la suite, ils ont très peu. Dans un monde qui a changé de manière aussi considérable, on n'a pas, je pense, là non plus, des représentants élus qui soient capables de porter des projets au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut faire ça, etc. Autant ils le font dans la French Tech, hein, ils sont tous à Las Vegas, autant on ne les voit pas beaucoup dans les salons de bio au niveau de l'année. Donc je crois que là aussi, il y a une responsabilité. Ces gens qui ne comprennent pas, tout, alors pour eux, biotechnologie, OGM, tout ça, c'est compliqué, c'est mélangé, ils ne comprennent pas très bien. Donc ils ne sont pas très porteurs. Ou il y en a très peu qui sont porteurs. Alors on reste avec vous, Jean-Claude. 20 ans d'innovation. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure collective? D'abord, c'est une aventure extraordinaire quand on la regarde de près. Maintenant, avec 20 ans de recul, je veux dire, les aspérités et les frustrations ont partiellement disparu. Ce dont je suis fier, d'abord, ça existe. Hein. 20 ans après, c'est toujours là. Donc bravo à tous ceux qui ensuite ont continué dans la difficulté, à apporter ce projet. Il y a eu de très beaux projets collaboratifs. Je pense que l'écosystème s'est mis en place. Il existait à peine, il s'est mis en place. Les usines à projet, comme on l'appelle, celle qui est toujours encore portée par François Ballet, en partie dans l'évaluation, c'est une très belle réussite. Je pense que dans le système qui avait été mis en place, c'est probablement la plus belle réussite de tous les pôles, hein, ce système d'évaluation très, très objectif et bien fait. Je n'ai pas d'idée, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas regardé de près, les représentants des collectivités territoriales étaient obnubilés par l'emploi. Combien d'emplois ça a créé réellement? Je crois que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'il y a eu des choses qui sont compétitives? Est-ce que l'attractivité du territoire a augmenté? Est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a une idée, il commence à penser médecine avant de se lancer seul, etc. Ce qui a, donc ça, oui, je pense que c'est très positif. Et puis, je suis très content que 20 ans après, ça existe toujours et que ce soit même beaucoup, beaucoup plus actif que ça l'était à l'époque. Alors qu'il y a une période très difficile, on nous a dit on va fermer le pôle, hein, ça ne sert à rien. Et Christian, si on pense aux 20 prochaines années, qu'est-ce que ça vous donne envie de nous dire? Peut-être un message, une vision pour le futur?
l'esprit collaboratif qui a été développé depuis le père fondateur, à mon avis, pour moi, c'est ça la vraie grande marque de Fabrique, en fait. Les pôles de compétitivité, c'est le seul endroit dans lequel vous trouviez vraiment au centre de la décision des académiques, des petites entreprises, des grosses boîtes, chacun amenant son expertise et ses moyens. Et quand vous regardez les autres acteurs avec lesquels on collabore, ils sont une partie de la capacité à résoudre l'équation, mais jamais toutes les parties. Donc en ce sens, je pense qu'on a une valeur ajoutée qui doit trouver encore dans des trajectoires à venir une manière plus importante encore d'être au centre des collaborations. Puisqu'on n'a ni les moyens ni l'ambition politique, et c'est peut-être ça qui parfois a fait défaut d'ailleurs, que nous n'ayons pas voulu nous substituer à ce qui a autorisé les talents à se construire autour en reprenant, en faisant des choses qu'on croyait qu'on faisait déjà. Mais bon, encore une fois, c'est une histoire et c'est bien. Quand quelqu'un reprend une idée, c'est qu'elle était bonne, sûrement. Mais voilà, donc il faut qu'on continue à jouer ce rôle de tiers de confiance, d'animateur d'écosystème, d'endroits où les gens peuvent se parler et construire des projets ensemble. Il n'y a pas tellement d'autres endroits dans lesquels ça se fait d'une manière aussi harmonieuse. Après, qu'est-ce qu'on doit changer? On doit aller beaucoup plus vite, il faut qu'on accélère. Alors, quand je suis arrivé il y a 4 ans et que j'ai pris la présidence du pôle, on m'a dit tu verras, c'est vraiment un lieu dans lequel il y a des savoir-faire, mais sur le savoir, c'est pas terrible. Amélie fait énormément d'efforts pour que ça change. Aujourd'hui, j'espère qu'on va y contribuer. On reste encore par rapport à d'autres organisations que nous croisons, en effet, des endroits où on passe infiniment plus de temps à faire et à bien faire. On nous le reconnaît, on nous dit toujours que ce qu'on fait, c'est bien fait. Et bizarrement, un an ou deux après, on a oublié que nous étions à l'origine, ou que nous l'avions produit, ou que nous l'avions déployé. Et du coup, on a des discussions sans fin avec l'État sur la manière dont on va être subventionné ou pas avec les régions, sur la manière dont on va construire ensemble les projets ou les programmes. Il faut qu'on arrive à arriver ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce que nous avons produit depuis 20 ans et la trajectoire sur laquelle on va s'inscrire en matière de soutien à l'innovation dans les 20 prochaines années deviennent si indiscutables que la prochaine fois, on fasse l'interview au Stade de France devant une foule enflammée par les innovations que nous aurons contribué à faire émerger et les vies que nous aurons sauvées. Avec plaisir. Alors pour conclure, je vous propose de faire plonger nos auditeurs dans les coulisses de l'innovation santé. Je vais vous montrer à chacun à votre tour une innovation que vous connaissez bien et je vais vous demander de la décrire pour ceux qui ne nous voient pas mais qui nous écoutent uniquement et puis de nous la commenter pour nous dire pourquoi elle est importante pour vous. Alors je vais commencer par vous, Christian. Oups, magnifique. Je vois une ville contre le cancer qui est en train d'émerger à Villejuif, là, pas très loin de la Cisse. Pendant de nombreuses années, enfin moi toute ma jeunesse, j'ai circulé en regardant le bâtiment de Gustave Roussy qui s'établissait sur le bord. Et bientôt, si vous passez le long de l'autoroute A6 et que vous regardez, bientôt vous ne voyez plus le bâtiment. Parce que plus de 20 000 mètres carrés de bâtiments qui ont une double vocation de recherche et de bureaux ont émergé. Il y aura plus de 100 000 mètres carrés qui vont émerger d'ici un an. Et cette ville contre le cancer a la vocation sur ce lieu emblématique de la science, donc ça s'appelle le Paris-Saclay Cancer Cluster. Moi, j'ai coutume de dire que c'est le de Paris à Saclay Cancer Cluster, puisqu'en fait, c'est l'excellence académique de la PHP, de Gustave Roussy, de Curie, qu'on va intégrer. Mais plus loin sur le plateau, on va retrouver l'ENS, Polytechnique, l'Université Paris-Saclay, avec les plus grands mathématiciens, les spécialistes d'intelligence artificielle. Tous ces éléments qu'on doit combiner pour demain avoir une recherche contre le cancer qui soit plus efficiente et une capacité plus rapide, encore une fois, à transformer d'excellents projets académiques, on va dire, en produits disponibles pour les malades. Voilà, et d'ici 4-5 ans, dans l'ambition d'avoir fait émerger plusieurs licornes, et à 2040, on a dit qu'il fallait qu'on ait contribué à sauver 50 000 vies par an dans le monde du cancer, grâce à des innovations qui auraient été développées et promues à partir du Paris-Saclay Cancer Cluster. Jean-Claude, c'est à votre tour. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? C'est l'Institut Imagine, boulevard Montparnasse, qui est sorti de terre en 2012. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une longue discussion avec le professeur Grisselli en 2007, qui crée la fondation Imagine et qui a comme idée à l'époque de créer un institut
pluridisciplinaire dédié aux maladies rares, hein, et particulièrement aux maladies rares de l'enfant, comme Gustave Roussy, comme l'Institut de la Moelle et l'Institut de la Vision. C'est des instituts qui sont appelés à devenir, je veux dire, les meilleurs de leur domaine, des clusters mondiaux. Ça devient progressivement le cas. Beaucoup de chercheurs étrangers viennent travailler dans ces pôles, dans ces endroits-là. Donc oui, là aussi, dans l'esprit Médicène, une très belle création avec un objectif de traiter des maladies, tout particulièrement, je dirais, chez l'enfant, et qui, de ce que j'en entends, de ce que j'en vois, est déjà une belle réussite. Eh ben, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, chez Médicène, c'est en collaborant ensemble que les prochaines étapes de l'innovation santé seront tracées. Merci à nos invités et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode de l'Éco-Santé. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous des commentaires et des étoiles. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tour d'horizon de celles et ceux qui font l'innovation santé.